Lois Lowry, le passeur, chapitre 4. Jonas pédalait lentement en jetant un coup d'œil aux bicyclettes garées près des bâtiments pour voir s'il repérait celle d'Asher. Asher, c'est son meilleur ami. Il passait rarement ses heures de bénévolat en compagnie de son ami parce qu'Asher avait tendance à faire le pitre, ce qui rendait tout travail sérieux un peu difficile. Mais maintenant que les 12 ans approchaient à vive allure et que le bénévolat allait se terminer, cela ne semblait plus avoir d'importance. Pour rappel, ils font du bénévolat à partir de l'âge de 8 ans. Et à partir de 12 ans, quand ils passent le cap des 12 ans, l'âge ne compte plus. On ne se met plus à compter les âges qui passent et ça n'a plus aucune importance. Pouvoir librement choisir où passer ses heures avait toujours paru à Jonas un luxe délicieux. Les autres heures de la journée étaient réglées avec tant de minutie. Il se rappelait l'époque où il était devenu un 8 ans, comme Lily bientôt, et où il s'était retrouvé confronté à cette liberté. Les 8 ans abordaient toujours leurs premières heures de bénévolat un peu nerveusement, en riant et en se poussant du coude. Ils passaient presque toujours leurs premières heures dans la cour de récréation, un endroit où ils se sentaient à l'aise pour surveiller les plus jeunes. Peu à peu, ils acquéraient maturité et confiance en eux, et, bien conseillés, s'orientaient vers d'autres tâches plus proches de leur centre d'intérêt et de leurs aptitudes. Un 11 ans du nom de Benjamin avait passé l'intégralité de ses 4 années de bénévolat au centre de soins à s'occuper des citoyens qui avaient été blessés. On disait qu'il en savait autant maintenant que les directeurs du centre et qu'il avait même mis au point des machines et des méthodes pour accélérer la guérison des patients. Personne ne doutait qu'on lui attribuerait un poste dans ce secteur et qu'on le dispenserait probablement d'une grande partie de la formation. Jonas était impressionné par ce que Benjamin avait accompli. Il le connaissait bien sûr, puisqu'il faisait partie du même groupe d'âge, mais ils n'avaient jamais évoqué ensemble les hauts faits du garçon, car une telle discussion eût mis Benjamin mal à l'aise. Il n'y avait pas moyen de parler de sa réussite sans enfreindre la loi qui interdisait de se vanter, même si l'on n'en avait pas l'intention. C'était une loi secondaire, un peu comme celle sur l'impolitesse, qui n'entraînait qu'une petite réprimande si on ne la respectait pas. Mais tout de même, mieux valait ne pas se mettre dans une situation régie par une loi si facile à transgresser. La zone résidentielle, dans le dos, Jonas pédala parmi les structures communautaires, espérant localiser la bicyclette d'Asher près d'une des petites usines ou d'un bureau. Il dépassa le centre des enfants, où Lily se rendait tous les jours après l'école et les terrains de jeu qui l'entouraient. Il traversa la place centrale et le grand auditorium où avaient lieu les réunions publiques. Jonas ralentit et vérifia les plaques d'identification des vélos garés à l'extérieur du centre nourricier. Puis il examina ceux qui étaient près du centre de distribution des aliments. C'était amusant d'aider aux livraisons, et il aurait aimé que son ami y soit, car ils auraient pu faire ensemble la tournée quotidienne et porter les cartons de provisions dans les habitations de la communauté. Mais il finit par trouver le vélo d'Asher, incliné comme d'habitude, et non pas vertical comme il aurait dû l'être, près de la maison des anciens. Il n'y avait qu'un autre vélo d'enfant garé là, celui d'une 11 ans nommée Fiona. Jonas aimait bien Fiona. C'était une bonne élève, calme et polie, mais qui savait s'amuser aussi, et cela ne le surprit pas de voir qu'elle travaillait aujourd'hui avec Asher. Il rangea soigneusement son vélo à côté des leurs et entra dans l'immeuble. « Bonjour Jonas !» dit la préposée à l'entrée. Elle lui tendit la feuille de présence qu'il remplit et apposa son tampon officiel à côté de la signature du garçon. Toutes ces heures de bénévolat seraient minutieusement comptabilisées dans la grande salle des registres publics. Parmi les enfants, on racontait qu'une fois, il y a longtemps, à 11 ans s'était entendu dire à la cérémonie des 12 ans qu'il n'avait pas effectué le nombre réglementaire d'heures et qu'on ne pouvait pas, par conséquent, lui donner son attribution. On lui avait accordé un mois supplémentaire pour terminer ses heures, puis il avait reçu son attribution en privé, sans célébration, sans applaudissements. Cette infamie avait définitivement assombri son avenir. « On est content de voir des bénévoles aujourd'hui, » dit la préposée. « Nous avons célébré un élargissement ce matin. Ça nous décale toujours un peu dans notre programme et les choses s'accumulent. » Elle consulta une feuille imprimée. « Voyons, Asher et Fiona donnent un coup de main dans la salle de bain. Et si tu les rejoignais? Tu sais où c'est, non ?» Jonas acquiesça, la remercia et s'engagea dans le long couloir. Il jeta au passage un coup d'œil dans les chambres qui se trouvaient des deux côtés. Les anciens étaient assis. Certains discutaient entre eux, d'autres se livraient à des travaux manuels. Quelques-uns dormaient. Chaque pièce était confortablement meublée, le sol recouvert d'une épaisse moquette. C'était un endroit calme et serein, contrairement au centre de fabrication et de distribution où le travail quotidien de la communauté se déroulait dans une atmosphère affairée. Jonas était content d'avoir, au fil des années, accompli ses heures de bénévolat dans des endroits divers, car cela lui avait permis de comparer les expériences. Toutefois,
Le fait de ne pas s'être concentré sur un domaine impliquait aussi, il se rendait compte, qu'il n'avait pas la moindre idée, pas même un indice de ce que serait son attribution. Il rit doucement. « Tu penses encore à la cérémonie, Jonas ?» se demanda-t-il à lui-même. Quoiqu'il se doutât qu'avec la date de la cérémonie si proche maintenant, tous ses amis devaient en faire autant. Il rencontra un soignant qui marchait dans le couloir avec une ancienne. « Bonjour, Jonas », dit le jeune homme en uniforme, en lui souriant d'un air aimable. La femme dont il tenait le bras avançait toute courbée, entraînant les pieds dans ses chaussons. Elle regarda dans la direction de Jonas et sourit, mais ses yeux sombres étaient voilés et sans expression. Il comprit qu'elle était aveugle. Il entra dans la salle de bain. L'air était chaud et humide, et imprégné de l'odeur des produits de toilette. Il ôta sa tunique, l'accrocha au porte-manteau avec soin, et revêtit la blouse de bénévole qui était rangée sur une étagère. « Salut Jonas !» lança Asher depuis le coin où il se trouvait, agenouillé près d'une baignoire. Jonas aperçut Fiona à côté, près d'une autre baignoire. Elle leva la tête et lui sourit, mais elle était occupée à savonner doucement un homme allongé dans l'eau chaude. Jonas les salua, ainsi que les aides-soignants présents, puis il se dirigea vers les rangées de chaises longues matelassées, où d'autres anciens attendaient. Il avait déjà travaillé là, il savait ce qu'il devait faire. « C'est ton tour, Larissa », dit-il après avoir lu la plaque d'identification cousue sur le peignoir de la femme. « Je fais couler l'eau et je viens t'aider. » Il appuyait sur le bouton de la baignoire vide la plus proche et la regarda se remplir d'eau chaude par les nombreux orifices situés sur les bords. Dans 1 minute, la baignoire serait pleine et l'arrivée d'eau s'arrêterait automatiquement. Il aida la femme à se lever, l'amena jusqu'à la baignoire, défit son peignoir et lui tint le bras tandis qu'elle entrait dans l'eau et s'asseyait. Elle s'adossa et émit un soupir de bien-être, la tête calée sur l'appui-tête rembourrée. « Tu es bien ?» demanda-t-il, et elle fit signe que oui, les yeux fermés. Jonas versa du produit moussant sur l'éponge propre qui se trouvait sur le rebord de la baignoire et commença à savonner son corps frêle. La veille, il avait regardé son père donner un bain au nouveau-né. C'était à peu près la même chose. La peau délicate, l'eau bienfaisante, le lent mouvement de la main toute glissante de savon, le sourire paisible et détendu de la femme lui rappelaient le bain donné à Gabriel. La nudité aussi. Le règlement interdisait aux enfants et aux adultes de regarder la nudité des autres. Mais cette loi ne s'appliquait ni aux nouveau-nés ni aux anciens. Jonas en était content. C'est embêtant de devoir se couvrir quand on se changeait pour aller faire du sport, et les excuses que l'on devait fournir si on avait par inadvertance posé son regard sur le corps de l'autre mettaient toujours dans l'embarras. Il ne voyait pas en quoi c'était nécessaire. Il aimait le sentiment de sécurité qui régnait dans cette pièce chaude et tranquille. Il aimait l'expression de confiance qu'il voyait sur le visage de la femme qui reposait dans l'eau, dénudée, exposée au regard et libre. Et hop, ça tourne en gérontophilie. Surprise! Non. Du coin de l'œil, il vit Fiona aider le vieil homme à sortir du bain et à essuyer délicatement son corps mince et nu avec un tissu absorbant. Elle lui passa son peignoir. Jonas pensait que Larissa s'était endormie comme le font souvent les anciens, et il faisait attention à ce que ses mouvements soient bien doux et réguliers, afin de ne pas la réveiller. Il fut surpris de l'entendre parler les yeux toujours fermés. « Ce matin, nous avons célébré l'élargissement de Roberto, » lui dit-elle. « C'était formidable. »« Je connais Roberto, » répondit Jonas. « Je l'ai aidé à manger la dernière fois que je suis venue, il y a juste quelques semaines. C'est un homme très intéressant. » Larissa ouvrit les yeux d'un air joyeux. « Ils ont raconté l'histoire de toute sa vie avant de l'élargir, reprit-elle. Ils le font toujours. Mais pour être honnête, chuchota-t-elle d'un air malicieux, c'est parfois un peu ennuyeux. J'ai même vu des anciens s'endormir pendant leur récit. Quand on a élargi Enna il y a pas longtemps. Tu connaissais Enna ?» Jonas secoua la tête. Il ne se rappelait personne de ce nom. « Bon, ils ont essayé de donner un sens à sa vie. Et bien sûr, ajouta Larissa d'un ton sage, toutes les vies ont un sens. Je ne veux pas dire qu'elles n'en ont pas. Mais Edna, tout de même, c'était une mère porteuse qui a travaillé ensuite au centre de production des aliments pendant des années, jusqu'à ce qu'elle arrive ici. Elle n'a même pas eu de cellule familiale. » Larissa leva la tête et jeta un regard à la ronde pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. N'écoutait, pas n'égouttait. Les gens n'écoutent pas, ils écoutent. Puis elle avoua. Je ne pense pas qu'Enna était très futée. Jonas rit. Il rinça son bras gauche, le replaça dans l'eau et commença à lui savonner les pieds. Elle murmura de plaisir quand il lui massa la plante avec son éponge. « Mais la vie de Roberto était formidable !» reprit Larissa après un moment. « Il a été instructeur dès 11 ans. Tu sais combien c'est important. Et il a fait partie du bureau des planifications.
Et miséricorde, je ne sais pas comment il trouvait le temps de tout faire. Il a aussi élevé 2 enfants qui réussissent très bien. Et c'est encore lui qui a dessiné les aménagements de la place centrale. Il n'a pas participé aux travaux, bien sûr. Ton dos maintenant. Penche-toi et je vais t'aider à te redresser. Jonas passa son bras autour d'elle et la soutint tandis qu'elle s'asseyait. Il essora les peaux sur son dos et se mit à frotter ses épaules anguleuses. Parle-moi de la cérémonie. Eh bien, il y a eu le récit de sa vie. On commence toujours par ça, puis un toast. On a levé nos verres et on a applaudi. On a chanté l'hymne. Il a fait un délicieux discours d'adieu. Et plusieurs d'entre nous ont fait des petits discours pour lui, souhaité plein de bonnes choses. Mais pas moi. Je n'ai jamais aimé parler en public. Il était ravi. Tu aurais dû voir son air quand il est parti. Jonas ralentit pensivement le mouvement de sa main sur le dos de l'ancienne. « Larissa ?» demanda-t-il. « Qu'est-ce qui se passe au moment de l'élargissement à proprement parler ? Où est-il parti exactement ?» Larissa haussa vaguement ses épaules nues et mouillées. « Je ne sais pas. Je crois que personne ne le sait à part le comité. Il nous a tous salués et puis il est parti comme ils le font tous par la porte spéciale de la chambre d'élargissement. Oh, mais tu aurais dû voir son air. Je dirais que c'était le bonheur à l'état pur. » Jonas sourit. « J'aurais bien aimé voir ça. » Larissa fronça les sourcils. « Je ne sais pas pourquoi les enfants ne peuvent pas y assister. Pas assez de place, probablement. Ils devraient agrandir la chambre d'élargissement. Il faudrait suggérer ça au comité. Peut-être qu'ils étudieront la question, » dit Jonas d'un ton espiègle, et Larissa fit entendre un petit gloussement. « C'est ça !» s'esclaffa-t-elle. Et Jonas l'aida à sortir du bain. Chapitre 5. D'habitude, Jonas ne participait guère au rituel matinal qui consistait à raconter ses rêves en famille. Il rêvait peu. Il se réveillait parfois avec l'impression que des bribes de sommeil voletaient encore, mais il ne parvenait pas à les rassembler en quelque chose qui eût valu la peine d'être raconté lors du rituel. Mais ce matin, c'était différent. Il avait fait un rêve très frappant cette nuit-là. Son esprit se mit à errer, tandis que Lily, comme d'habitude, racontait un rêve effrayant cette fois-ci, dans lequel elle avait pris le vélo de sa mère en infraction au règlement et où elle s'était fait attraper par les gardiens de l'ordre. Ses parents écoutèrent attentivement et discutèrent avec Lily de l'avertissement que ce rêve lui avait envoyé. « Merci pour ton rêve, Lily. » Jonas prononça l'expression consacrée sans réfléchir et s'efforça de prêter une meilleure attention tandis que sa mère racontait un fragment de rêve, une scène troublante dans laquelle on l'avait punie pour une violation de loi qu'elle ne comprenait pas. Ils convinrent que cela venait sans doute de ce qu'elle avait ressenti quand elle avait puni à contre-cœur le citoyen qui venait d'enfreindre les lois principales pour la seconde fois. Papa déclara qu'il n'avait pas fait de rêve. « Gabi ?» demanda papa en se penchant vers le couffin dans lequel le nouveau-né, qui venait de prendre son biberon, gazouillait, prêt à être ramené au centre nourricier pour la journée. Ils rirent tous. On ne racontait ses rêves qu'à partir de l'âge de 3 ans, et si les nouveau-nés faisaient des rêves, personne n'en savait rien. Jonas demanda maman. « Jonas ?» demanda maman, mieux avec le ton. On lui posait toujours la question, même si tout le monde savait qu'il était très rare que Jonas eût un rêve à raconter. « Pour une fois, j'ai rêvé cette nuit, » répondit Jonas. Il s'agita sur sa chaise, le front plissé. « Bien, » dit papa, « raconte-nous ça. »« Je ne me rappelle pas bien les détails, » expliqua Jonas, qui cherchait à recréer le rêve étrange dans son esprit. « Je pense que je me trouvais dans la salle de bain de la maison des anciens. »« C'est là que tu étais hier, » fit remarquer papa. Jonas acquiesça. Mais ce n'était pas tout à fait pareil. Il y avait une baignoire dans le rêve, mais une seule. Alors qu'en vrai, la salle de bain en a des rangées et des rangées. La pièce dans le rêve était chaude et moite, et j'avais ôté ma tunique, mais je n'avais pas mis de blouse. J'étais torse nu. Je transpirais à cause de la chaleur. Et Fiona était là, comme hier. « Asher aussi ?» demanda maman. Jonas secoua la tête. Non, il n'y avait que Fiona et moi, seuls dans la pièce à côté de la baignoire. Elle riait, mais pas moi. J'étais presque un peu fâchée contre elle dans le rêve parce qu'elle ne me prenait pas au sérieux. « À propos de quoi ?» demanda Lily. Jonas baissa les yeux sur son assiette. Pour une raison qui lui échappait, il se sentait un peu gêné. Je pense que j'essayais de la convaincre d'entrer dans la baignoire. Il marqua un temps. Il savait qu'il devait tout raconter, que c'était non seulement normal, mais nécessaire de raconter tout le rêve. Il se força à parler de la partie qui le mettait mal à l'aise. « Je voulais qu'elle enlève ses habits et qu'elle entre dans la baignoire, » dit-il rapidement. « Je voulais lui donner un bain. J'avais l'éponge à la main, mais elle ne voulait pas. Elle riait et disait non. » Il leva les yeux sur ses parents.
C'est tout, dit-il. Peux-tu décrire le sentiment le plus fort de ton rêve, mon garçon ? Demanda papa. Jonas réfléchit. Les détails étaient troubles et vagues, mais les sentiments étaient clairs et ils le submergèrent de nouveau quand il y repensa. L'envie, dit-il. Je savais qu'elle ne le ferait pas, et je crois que je savais qu'elle ne devait pas le faire, mais j'en avais tellement envie. Je pouvais sentir cette envie dans tout mon corps. Merci pour ton rêve, Jonas, dit maman après un instant. Elle lança un regard à papa. Lily, dit papa, il est l'heure d'aller à l'école. Est-ce que tu pourrais m'accompagner ce matin et surveiller le couffin du nouveau-né ? Nous devons faire bien attention à ce qu'il ne se détache pas à force de gigoter. Jonas fit mine de se lever pour aller chercher ses livres. Il trouvait surprenant qu'on n'eût pas discuté de son rêve en détail avant de le remercier. Peut-être le trouvait-il aussi déroutant que lui. « Attends, Jonas, dit maman doucement. J'écrirai un mot d'excuse à ton instructeur pour que tu n'aies pas à expliquer ton retard. » Jonas retomba sur sa chaise, perplexe. Il fit un signe de la main à papa et à Lily, qui quittaient l'habitation en portant Gabriel dans son couffin. Il regarda maman qui débarrassait les restes du repas du matin et plaçait le plateau près de la porte d'entrée, à l'intention de l'équipe de ramassage. Finalement, elle se rassit à table auprès de lui. « Jonas, dit-elle avec un sourire, ce sentiment que tu as décrit comme une envie, c'était tes premières stimulations. On s'attendait, ton père et moi, à ce que cela t'arrive. Cela arrive à tout le monde. C'est arrivé à papa quand il avait ton âge, et cela m'est arrivé. Cela arrivera un jour à Lily. Et très souvent, ajouta maman, cela commence par un rêve. » Les stimulations. Il avait déjà entendu ce mot. Il se souvient qu'il était question des stimulations dans le livre des lois, bien qu'il ne se rappelât pas de ce qu'il a été dit. Et de temps à autre, l'annonceur y faisait allusion. Attention, ceci est un rappel. Les stimulations doivent être signalées afin que le traitement puisse avoir lieu. Il n'avait jamais tenu compte de ce message parce qu'il ne le comprenait pas et qu'il ne semblait s'appliquer à lui d'autre qu'une manière. Il y avait beaucoup d'ordres et de rappels lus par l'annonceur, donc, comme la plupart des citoyens, il n'en tenait pas compte. « Est-ce que je dois les signaler ?» demanda-t-il à sa mère. Elle rit. « Tu viens de le faire en racontant ton rêve, c'est suffisant. » « Et le traitement, alors ? L'annonceur dit qu'un traitement doit avoir lieu. » Jonas était accablé. Est-ce qu'il allait devoir, jusqu'au moment de la cérémonie, de sa cérémonie des 12 ans, partir quelque part pour suivre ce traitement ? Mais tout ça à cause d'un rêve idiot ? Sa mère rit de nouveau, d'un rire rassurant et affectueux. « Non, non, dit-elle, ce n'est que la pilule. Tu es prêt pour la pilule, c'est tout. C'est ça le traitement pour les stimulations. » Le visage de Jonas s'éclaira. Il connaissait la pilule. Ses parents la prenaient tous les deux chaque matin. Et aussi pour certains de ses amis. Une fois, il partait pour l'école à vélo avec Asher, quand le père d'Asher l'avait rappelé du pas de la porte. « Asher, tu as oublié ta pilule !» Asher avait rouspété pour la forme, avait fait demi-tour, puis était venu rejoindre Jonas qui l'attendait. C'était le genre de choses sur lesquelles on ne posait pas de questions à un ami, parce qu'elle risquait de tomber dans cette catégorie inconfortable de « ce qui était différent ». Asher prenait une pilule tous les matins, Jonas non. Il valait toujours mieux, et on risquait moins d'être impoli, de ne parler que de ce qui était semblable. Jonas affala le petit cachet que sa mère lui tendait. « C'est tout ?» demanda-t-il. « C'est tout », répondit-elle en remettant la bouteille à sa place dans le placard. « Mais il ne faut pas l'oublier. Je t'y ferai penser pendant les premiers temps, mais ensuite tu devras y penser tout seul. Si tu oublies, les stimulations reviendront. Parfois, il faut ajuster le dosage. »« Asher l'apprend, » déclara-t-il. Sa mère hocha la tête sans exprimer de surprise. « Beaucoup de camarades de ton groupe d'âge doivent sans doute l'apprendre. Les garçons, en tout cas. Bientôt, tout le monde le prendra. Les filles aussi. »« Pendant combien de temps est-ce que je devrais l'apprendre ? » ?»« Jusqu'à ce que tu entres à la maison des anciens, » expliqua-t-elle. « Pendant toute ta vie d'adulte. Mais ça devient une routine. Au bout d'un moment, tu n'y feras même plus attention. » Elle regarda sa montre. « Si tu pars tout de suite, tu ne seras même pas en retard pour l'école. Dépêche-toi. Et merci encore pour ton rêve, Jonas, » ajouta-t-elle tandis qu'il se dirigeait vers la porte. Tout en pédalant rapidement sur le chemin, Jonas se sentit étrangement fier d'avoir rejoint le groupe de ceux qui prenaient la pilule. Pourtant, à l'espace d'un instant, il se souvint de son rêve. C'était très agréable. Bien que ce fût un peu vague, il lui semblait avoir aimé la sensation que sa mère avait appelée stimulation. Il se rappela qu'à son réveil, il avait souhaité éprouver les stimulations de nouveau. Et puis, tout comme son habitation disparut derrière lui, tandis qu'il prenait un virage à bicyclette, le rêve s'évanouit. Un bref instant, avec un vague sentiment de culpabilité, il essaya de s'y raccrocher. Mais la sensation n'était plus là. Les stimulations avaient disparu.
Chapitre 6. Lily, tiens-toi tranquille, s'il te plaît, répéta maman. Lily, debout devant elle, s'agitait. Je peux les attacher moi-même, dit-elle impatiemment. Je le fais toujours. Je sais, répondit maman en réajustant les rubans sur les nattes de la petite fille. Mais je sais aussi qu'ils se défont constamment et que la plupart du temps, ils pendouillent dans ton dos à partir du début de l'après-midi. Aujourd'hui au moins, qu'ils soient bien attachés et qu'ils le restent toute la journée. Je n'aime pas les rubans. Je suis bien contente de n'avoir plus qu'1 an à les porter, ronchonna Lily. Et l'année prochaine, j'aurai mon vélo aussi, ajouta-t-elle sur un ton plus joyeux. Il y a de bonnes choses chaque année, lui rappela Jonas. Cette année, tu vas commencer tes heures de bénévolat. Et tu te souviens l'an dernier, quand tu es devenue une 7 ans, quand tu étais contente de recevoir la veste qui se ferme par devant? La petite fille hocha la tête et regarda sa veste avec ses rangées de gros boutons qui faisaient d'elle une 7 ans. Les 4, 5 et 6 ans portaient tous des vestes fermant dans le dos, de façon à devoir s'entraider pour s'habiller et apprendre ainsi l'interdépendance. La veste boutonnée par devant était le premier signe d'indépendance, le premier symbole bien visible du fait de devenir un grand. À 9 ans, la bicyclette serait un autre emblème important, signifiant qu'on devenait partie intégrante de la communauté et qu'on s'éloignait progressivement du cocon de la cellule familiale. Lily sourit et se dégagea des mains de sa mère. « Et cette année, tu vas recevoir ton attribution ?» dit-elle à Jonas d'un ton excité. « J'espère que tu seras pilote et que tu m'emmèneras voler. »« Sûrement, dit Jonas, et j'aurai un petit parachute spécial juste à ta taille. Et je t'emmènerai à, disons, 700 mètres d'altitude, et j'ouvrirai la porte et... » « Jonas, l'avertit maman. « Je plaisantais, soupira Jonas. Je ne veux pas être pilote de toute façon. Si on me donne l'attribution de pilote, je ferai appel. »« Allez, dit maman. » Elle donna un dernier coup au ruban de Lily. « Jonas, est-ce que tu es prêt? As-tu pris ta pilule? Je vais être bien placée à l'auditorium. » Elle poussa Lily vers la porte et Jonas les suivit. L'auditorium n'était pas loin à vélo. Lily, assise sur le siège accroché au porte-bagages de maman, faisait des signes à ses amis. À l'arrivée, Jonas rangea son vélo à côté de celui de maman et se fraya un chemin à travers la foule en cherchant à retrouver les camarades de son groupe. La communauté entière assistait à la cérémonie chaque année. Pour les parents, c'était 2 jours de vacances. Ils étaient assis tous ensemble dans la salle immense. Les enfants étaient assis par groupe d'âge et se rendaient un par un à l'estrade. Papa, lui, ne rejoindrait pas tout de suite maman dans le public. Lors de la première cérémonie, celle du nom, les nourriciers amenaient les nouveau-nés sur l'estrade. Jonas, depuis sa place au balcon avec les autres 11 ans, balaya l'auditorium du regard pour essayer d'apercevoir papa. Ce n'était pas du tout difficile de repérer sa section qui se trouvait devant la scène. On entendait les vagissements et les braillements des nouveau-nés qui se tortillaient sur les genoux des nourriciers. Pendant toutes les autres cérémonies, le public était silencieux et attentif. Mais une fois par an, ils souriaient tous avec indulgence devant le raffut que faisaient les petits en attente d'un nom et d'une famille. Jonas finit par attirer le regard de son père et lui fit signe de la main. Papa sourit et lui rendit son signe, puis il tint la main du nouveau-né assis sur ses genoux pour qu'il fasse signe lui aussi. Ce n'était pas Gabriel. Gabi était au centre nourricier aujourd'hui, où l'équipe de nuit s'occupait de lui. Le comité lui avait fait grâce d'un sursis exceptionnel, lui accordant une année supplémentaire de soins, avant d'être nommé et placé. Papa était intervenu auprès du comité en faveur de Gabriel, qui n'avait pas encore atteint le poids normal pour son âge, ni commencé à faire des nuits suffisamment longues pour qu'il puisse être placé dans une cellule familiale. D'ordinaire, un nouveau-né comme lui aurait été qualifié d'inadapté et élargi par la communauté. Au lieu de cela, suite à l'intervention de papa, Gabriel avait été qualifié d'incertain et on lui avait accordé une année de plus. Chaque membre de la famille, y compris Lily, avait dû signer un document dans lequel il s'engageait à ne pas s'attacher à ce petit visiteur et à le laisser partir sans protester ni faire appel quand on lui attribuerait sa propre cellule familiale lors de la prochaine cérémonie. Au moins, songea Jonas, une fois Gabriel placé, il pourrait continuer à le voir parce qu'il ferait partie de la communauté. S'il était élargi, il ne le reverrait plus. Plus jamais. Ceux qui étaient élargis, même les nouveau-nés, étaient envoyés ailleurs et ils ne revenaient jamais dans la communauté. Papa n'avait eu à élargir aucun nouveau-né cette année, et Gabriel aurait donc représenté un véritable échec, une vraie déception. Même Jonas, qui pourtant ne passait pas autant de temps que son père ou que Lily penchait sur le berceau du petit, était content que Gabi n'ait pas été élargie.
La première cérémonie commença juste à l'heure, et Jonas vit les nouveau-nés recevoir leur nom, l'un après l'autre, et passer des mains de nourriciers à leur nouvelle cellule familiale. Pour certains, c'était un premier enfant. Mais beaucoup de conjoints se rendaient à l'estrade accompagnés d'un autre enfant rayonnant de fierté, à l'idée de recevoir un petit frère ou une petite sœur, tout comme Jonas le jour où il était devenu un 5 ans. Asher lui donna un coup de coude. « Tu te rappelles quand on a reçu Philippa ?» demanda-t-il d'une voix qu'il cherchait vainement à assourdir. Jonas acquiesça. Ce n'était que l'an dernier. Les parents d'Asher avaient attendu un bon moment avant de demander un deuxième enfant. Jonas soupçonnait qu'ils avaient été tellement épuisés par la vitalité débordante d'Asher qu'ils avaient eu besoin d'un peu de temps pour récupérer. Deux camarades de leur groupe, Fiona et une autre fille du nom de Théa, étaient temporairement absentes, attendant avec leurs parents de recevoir un nouveau-né. Mais c'était rare qu'il y eût de telles différences d'âge entre les enfants d'une même cellule familiale. Quand le rituel qui la concernait fut terminé, Fiona vint s'asseoir à la place qui lui était réservée dans la rangée située devant Asher et Jonas. Elle se retourna et murmura « Il est mignon, mais son nom me plaît pas. Tellement. Mais son nom ne me plaît pas tellement. » Elle fit la grimace et rit. Le nouveau frère de Fiona avait été nommé Bruno. Ce n'était pas un nom super, pensa Jonas, pas comme... bien comme Gabriel, par exemple. Mais ça allait. Les applaudissements du public, enthousiastes à chaque fois qu'un nouveau-né recevait son nom, s'amplifièrent démesurément quand un couple parental rayonnant de fierté reçut un nouveau-né masculin du nom de Caleb. Ce nouveau Caleb était un enfant de remplacement. Le couple avait perdu son premier Caleb, un charmant 4 ans. La perte d'un enfant était très, très rare. La communauté était un lieu extrêmement sûr, car chaque enfant était surveillé et protégé par l'ensemble des citoyens. Pourtant, le petit Caleb était parvenu à s'éloigner sans qu'on le remarquât et il était tombé dans la rivière. La communauté entière s'était réunie pour célébrer la cérémonie de la perte, murmurant le nom de Caleb pendant toute une journée, de moins en moins fréquemment, de plus en plus doucement, au fur et à mesure que ce long jour lugubre s'écoulait, si bien que le petit 4 ans semblait s'être évanoui progressivement de la conscience collective. Aujourd'hui, pour cette occasion particulière, la communauté accomplit la courte cérémonie du murmure de remplacement, prononçant le nom pour la première fois depuis la perte, d'abord lentement et à voix basse, puis plus vite et plus fort, tandis que le couple se tenait sur l'estrade, l'enfant endormi dans les bras de sa mère. Ce fut comme si le premier Caleb revenait. Un autre nouveau-né reçut le nom de Roberto, et Jonas se souvint que Roberto l'Ancien venait d'être élargi la semaine précédente. Mais il n'y eut pas de cérémonie du murmure de remplacement pour le nouveau petit Roberto. L'élargissement n'était pas la même chose que la perte. Il assista poliment aux cérémonies des 2, 3 et 4 ans, s'ennuyant comme chaque année un peu plus à chaque fois. Puis, après une pause pour le déjeuner, servis dehors, ils reprirent leur siège pour les 5, 6 et 7 ans, et enfin pour la dernière des cérémonies du premier jour, celle des 8 ans. Jonas applaudit quand Lily s'avança fièrement vers l'estrade, devint une 8 ans, et reçut la veste d'identification qu'elle porterait cette année. Celle-ci avait des boutons plus petits, et pour la première fois des poches, un signe qu'elle était maintenant assez mûre pour surveiller elle-même ses petites affaires. Elle écouta d'un air solennel la liste des consignes strictes concernant les responsabilités des 8 ans et le début du bénévolat. Mais Jonas voyait que Lily, bien qu'elle semblât attentive, regardait avec envie la rangée des bicyclettes flambant neuves qui seraient distribuées aux 9 ans le lendemain. « L'année prochaine, Lily Loulette !» pensa Jonas. Ce fut une journée épuisante, et même Gabriel, ramené du centre nourricier dans son couffin, dormit profondément cette nuit-là. Enfin, le jour de la cérémonie des 12 ans arriva. Aujourd'hui, papa était assis près de maman dans le public. Jonas les vit applaudir consciencieusement les 9 ans qui, un à un, quittaient la scène en poussant leurs bicyclettes neuves ornées chacune d'une plaque d'identification rutilante à l'arrière. Il savait qu'ils durent se crisper un peu, comme lui d'ailleurs, en voyant Fritz, qui vivait dans l'habitation d'à côté, recevoir son vélo et se cogner presque aussitôt avec dans l'estrade. Fritz était un enfant très maladroit qui accumulait réprimande sur réprimande. C'était toujours pour des petites fautes. Ses chaussures qui étaient à l'envers, ses devoirs qui n'étaient pas rangés, ou une interrogation qui était mal préparée. Mais chaque faute de ce type renvoyait une image négative de l'éducation que lui donnaient ses parents et empiétait sur le sens de l'ordre et de la réussite qui régnait dans la communauté. Jonas et sa famille ne se réjouissaient pas à l'idée que Fritz eût sa bicyclette, qui serait sans doute trop souvent abandonnée dans l'allée, plutôt que bien rangée à sa place.
Les 9 ans finirent tous par se rasseoir, après avoir rangé à l'extérieur le vélo qui attendrait son propriétaire jusqu'à la fin de la journée. Les gens plaisantaient toujours le soir où les 9 ans rentraient chez eux à vélo pour la première fois. « Tu veux que je te montre comment faire ?» demandaient les amis plus âgés. « Mais je sais que tu n'es jamais monté à vélo. » Mais immanquablement, les 9 ans, qui en théorie transgressaient la loi en s'entraînant depuis des semaines, montaient sur leur vélo, le sourire fendu jusqu'aux oreilles, et démarraient parfaitement équilibrés, sans que les petites roues touchent jamais le sol. Puis les 10 ans. Jonas n'avait jamais trouvé la cérémonie des 10 ans particulièrement intéressante. Juste bonne à prendre du temps car on coupait alors les cheveux de chaque enfant selon les signes distinctifs de son sexe. Les individus féminins perdaient leurs nattes et les individus masculins abandonnaient aussi les cheveux longs de leur enfance pour adopter une coupe plus masculine qui dégageait les oreilles. Les travailleurs montèrent rapidement sur l'estrade et balayèrent les monceaux de cheveux coupés. Jonas vit les parents des nouveaux 10 ans s'agiter et murmurer, et il savait que ce soir, dans beaucoup d'habitations, il reprendrait les coupes faites à la hâte pour les égaliser. Les 11 ans. Il semblait à Jonas qu'il y avait peu de temps que s'était déroulée sa propre cérémonie des 11 ans. Mais il se rappelait que ce n'était pas une des plus captivantes. À 11 ans, on n'attendait plus que de devenir un 12 ans. La cérémonie consistait seulement à marquer le passage du temps sans apporter de changements significatifs. Il y avait bien de nouvelles tenues, des sous-vêtements différents pour les individus féminins dont les corps commençaient à changer, et des pantalons plus longs pour les masculins, avec une poche étudiée spécialement pour la petite calculette qu'ils utiliseraient à l'école cette année. Mais ces tenues étaient simplement remises aux destinataires dans leur papier d'emballage, sans discours d'accompagnement. Pause pour le repas de midi. Jonas prit conscience qu'il avait faim. Ses camarades de groupe et lui se réunirent autour des tables situées à l'extérieur de l'auditorium et sortirent leur déjeuner. La veille, le repas s'était déroulé dans une atmosphère de gaieté, pleine de taquinerie et d'énergie. Mais aujourd'hui, le groupe était anxieux et se tenait à l'écart des autres enfants. Jonas regarda les nouveaux 9 ans graviter autour de leur bicyclette neuve, chacun admirant sa propre plaque d'identification. Il vit les 10 ans caresser leurs nouveaux cheveux courts, les individus féminins secouant la tête pour en éprouver l'inhabituelle légèreté sans les lourdes nattes qu'elles avaient portées si longtemps. J'ai entendu parler d'un type qui était absolument certain d'être nommé ingénieur, marmonna Asher pendant qu'il mangeait. Et au lieu de ça, on lui a donné l'attribution d'éboueur. Le lendemain, il est sorti, il a sauté dans la rivière, il a traversé à la nage et il a rejoint la première communauté qu'il a trouvée. Personne ne l'a jamais revu. Jonas rit. C'est une histoire inventée, H, dit-il. Mon père dit qu'on la racontait déjà quand il était un 12 ans. Mais Asher n'était pas rassuré pour autant. Il surveillait la rivière qu'on apercevait derrière l'auditorium. Je ne sais même pas bien nager, dit-il. Mon instructeur dit que c'est parce que je n'ai pas la bonne flatulence ou quelque chose comme ça. Corpulence, le reprit Jonas. Peu importe, je ne l'ai pas, je coule. De toute façon, lui fit remarquer Jonas, est-ce que tu as jamais entendu parler de quelqu'un, je veux dire quelqu'un de vrai, Asher, pas une histoire qu'on raconte, qui aurait rejoint une autre communauté? Non, admit Asher à contre-cœur. Mais on peut, c'est écrit dans le règlement. Si tu n'arrives pas à t'intégrer, tu peux faire une demande pour l'ailleurs et être élargi. Ma mère dit qu'une fois, il y a 10 ans à peu près, quelqu'un a déposé la demande et a disparu le lendemain. Puis il gloussa. Elle m'a dit ça parce que je la rendais folle. Elle menaçait de déposer une demande pour l'ailleurs. Elle plaisantait. Je sais. Mais c'était vrai ce qu'elle a dit, que quelqu'un l'a fait une fois. Disparu du jour au lendemain. On ne l'a jamais revu, sans même une cérémonie d'élargissement. Jonas haussa les épaules. Cela ne l'inquiétait pas. Comment quelqu'un pourrait-il ne pas s'intégrer? La communauté était si méticuleusement réglée, les choix étaient pris avec tant de soin. Même l'union des conjoints était étudiée tellement à fond qu'un adulte qui avait déposé une demande pour recevoir un conjoint pouvait attendre des mois, ou parfois même des années avant qu'une union ne soit approuvée et annoncée. Tous les facteurs, caractère, niveau d'énergie, intelligence et centre d'intérêt devaient se correspondre et s'équilibrer parfaitement. La mère de Jonas, par exemple, avait une intelligence plus élevée que son père, mais son père était d'un tempérament plus calme. Ils s'équilibraient. Leur union, qui comme toutes les unions avait été surveillée pendant 3 ans par le comité des sages avant qu'ils ne puissent déposer une demande d'enfant, était une union réussie. Tout comme l'union des conjoints ou le placement des enfants, les attributions étaient scrupuleusement mises au point par le comité des sages. Il était sûr que son attribution, quelle qu'elle fût, ainsi que celle d'Asher, serait la bonne. Il avait juste hâte que la pause déjeuner se termine et que le public retourne dans l'auditorium et que le suspense s'achève. Comme en réponse à son vœu non formulé, le signal retentit
et la foule se dirigea vers les portes. Je vous lis un dernier chapitre. Chapitre 7. Le groupe de Jonas avait échangé sa place dans l'auditorium avec celle des nouveaux 11 ans, si bien qu'ils étaient maintenant assis juste devant la scène. On les installa selon leur numéro initial, le numéro qu'ils avaient reçu à la naissance. Les numéros n'étaient que rarement utilisés après la cérémonie du nom, mais chaque enfant connaissait son numéro, bien entendu. Parfois, des parents, irrités par le comportement d'un enfant, s'en servaient comme pour signifier que quelqu'un qui se conduisait mal n'était pas digne d'un nom. Jonas pouffait toujours quand ils entendaient un parent exacerbé lancer d'un ton sec un bambin géniard. « Ça suffit, 23 !» Jonas était numéro 19. C'était le 19e enfant né cette année-là. Cela signifiait que lors de sa cérémonie du nom, il se tenait déjà debout, les yeux bien ouverts, prêt à marcher et à parler. Cela lui avait donné un léger avantage pendant un an ou deux, un peu plus de maturité que beaucoup de ses camarades du groupe nés plus tard dans l'année. Mais cela s'était estompé, comme toujours, à partir de 3 ans. Après 3 ans, les enfants progressaient au même rythme, même si leur numéro initial permettait toujours de savoir qu'il y avait quelques mois de plus que d'autres dans son groupe. À strictement parler, le numéro de Jonas était 11-19, parce qu'il y avait d'autres 19, bien sûr, un dans chaque groupe. Et aujourd'hui, maintenant que les nouveaux 11 ans avaient été promus, il y avait 2 11-19. À l'heure de la pause, il avait échangé un sourire avec la nouvelle, un individu féminin réservé qui s'appelait Harriet. Mais ce doublet n'existerait que l'espace de quelques heures. Bientôt, il ne serait plus un 11, mais un 12 ans. Et l'âge n'aurait plus d'importance. Il serait un adulte, comme ses parents, quoiqu'un nouvel adulte non formé. Asher était numéro 4 et était assis dans la rangée de devant. Il serait le 4e à recevoir son attribution. Fiona, numéro 18, se trouvait à sa gauche. À sa droite était assis numéro 20, un garçon du nom de Pierre que Jonas n'aimait pas beaucoup. Pierre était très sérieux, pas très marrant, et anxieux et faillot avec ça. « As-tu vérifié dans le règlement, Jonas ?» chuchotait sans cesse Pierre d'un ton empreint de gravité. « Je ne suis pas sûre que ce soit dans le règlement. » Généralement, il s'agissait d'une bagatelle dont tout le monde se fichait éperdument, comme d'ouvrir sa tunique par jour de vent, ou de faire un tour sur le vélo d'un ami, juste pour voir la différence. C'était la grande sage, le dirigeant de la communauté élu tous les 10 ans, qui prononçait le discours d'ouverture de la cérémonie des 12 ans. Ce discours était à peu près le même chaque année. Le rappel de l'enfance et de la période de préparation, l'évocation des responsabilités de la vie d'adulte, l'explication de l'importance profonde de l'attribution et de la formation qui allait suivre. Puis la grande sage passa à la suite de son discours. « C'est le moment, commença-t-elle en les regardant bien en face, de reconnaître les différences entre les individus. Vous, les 11 ans, vous avez appris pendant toutes ces années à vous intégrer, à vous couler dans le moule, à réprimer tout élan qui pourrait vous isoler du groupe. Mais aujourd'hui, nous rendons hommage à vos différences. Ce sont elles qui ont déterminé votre avenir. » Elle se mit à décrire le groupe de cette année et la variété des personnalités qui le composaient, sans toutefois ne nommer personne. Elle dit que quelqu'un avait une aptitude particulière à s'occuper des autres, qu'un autre adorait les nouveau-nés, qu'un 3e était doué d'un talent scientifique peu ordinaire et qu'un 4e éprouvait un plaisir manifeste à faire des travaux physiques. Jonas s'agitait sur son siège, cherchant à reconnaître ses camarades de groupe derrière ses allusions. L'aptitude à s'occuper des autres ne pouvait être que celle de Fiona. Il se rappelait avec quelle de douceur elle avait aidé l'ancien à prendre son bain. Celui doué d'un talent scientifique devait être Benjamin, l'individu masculin qui avait mis au point d'importantes nouvelles machines pour le centre des soins. Il n'entendit rien en quoi il aurait pu se reconnaître, lui, Jonas. Enfin, la grande sage rendit hommage au dur labeur accompli par son comité qui avait élaboré toutes ces observations avec tant de méticulosité durant l'année. Le comité des sages se leva et fut applaudi. Jonas vit Asher se couvrir poliment la bouche de la main pour dissimuler un léger bâillement. Comme ça. Finalement, la grande sage appela numéro 1 à l'estrade et les attributions commencèrent. Chaque annonce prenait du temps car elle était accompagnée d'un discours adressé aux nouveaux 12 ans. Jonas s'efforça de prêter attention tandis que numéro 1, souriant de joie, recevait l'attribution de préposé du vivier à poissons
et qu'on le félicita pour toutes les heures de bénévolat passées là-bas, dans son enfance, ainsi que pour l'intérêt qu'elle manifestait pour ce processus essentiel qu'était l'alimentation de sa communauté. Numéro 1, qui s'appelait Madeline, revint enfin s'asseoir sous les applaudissements, portant une nouvelle insigne qui la désignait comme préposée du vivier à poissons. Jonas était bien content que ce poste-là fût pris. Il n'en aurait pas voulu. Mais il adressa à Madeline un sourire de félicitation. Quant au numéro 2, une fille nommée Inger reçut l'attribution de mère porteuse. Jonas se souvint que sa mère avait qualifié ce poste de très peu honorifique. Mais il décida que le comité avait fait un bon choix. Inger était une brave fille, quoique un peu paresseuse, et elle était forte. Elle aimerait se faire dorloter pendant 3 ans, suite à sa courte formation. Elle mettrait au monde facilement, sans problème, et le poste de travailleuse qui viendrait ensuite lui permettrait d'utiliser sa force, d'entretenir sa forme et d'apprendre l'autodiscipline. Inger souriait quand elle revint s'asseoir. Mère porteuse était un poste important, même s'il manquait de prestige. Jonas remarquait l'air nerveux d'Asher. Il n'arrêtait pas de se retourner et de jeter des coups d'œil à Jonas, jusqu'à ce que le chef du groupe lui adresse un reproche muet et lui fasse signe de se tenir tranquille et de regarder devant lui. Isaac, numéro 3, reçut l'attribution d'instructeur des 6 ans, ce qui apparemment lui fit plaisir et qu'il méritait bien. Cela faisait 3 attributions de moins dont Jonas n'aurait pas voulu. Non qu'il n'eût pu être mère porteuse de toute façon, constata-t-il amusé. Il chercha à parcourir en pensée la liste des attributions qui restaient. Mais il y en avait tellement qu'il abandonna. De plus, c'était au tour d'Asher. Il se concentra tandis qu'Asher se dirigeait vers l'estrade et venait se placer un peu gauchement près de la grande sage. Dans la communauté, nous connaissons et nous apprécions tous Asher, commença la grande sage. Asher sourit jusqu'aux oreilles et se gratta une jambe avec l'autre pied. Le public sourit. Quand le comité a commencé à réfléchir à l'attribution d'Asher, poursuivit-elle, il y a certaines possibilités que nous lui avons immédiatement écartées. Certaines ne lui auraient clairement pas convenu. Par exemple, dit-elle en souriant, pas un instant n'avons-nous pensé à le nommer instructeur des 3 ans. Le public éclata de rire. Asher rit lui aussi, l'air à la fois penaud et satisfait de l'attention qu'on lui portait. Les instructeurs des 3 ans étaient chargés de l'acquisition correcte du langage. En fait, continua la grande sage, qui réprimait un petit rire elle aussi, nous avons même envisagé d'infliger une punition rétroactive à celui qui était l'instructeur des 3 ans d'Asher il y a bien longtemps. Lors des réunions portant sur l'attribution d'Asher, nous nous sommes remémoré beaucoup d'histoires qui dataient de l'époque où il apprenait à parler correctement. En particulier, pouffa-t-elle, l'histoire du claque-croûte. N'est-ce pas, Asher ? Asher acquiesça, penaud, et le public rit à gorge déployée. Jonas aussi. Il s'en souvenait bien, qu'il ne fut lui-même qu'un 3 ans à l'époque. Les punitions qu'on utilisait pour les petits-enfants consistaient en une série de tapes administrées avec la baguette disciplinaire, une arme fine et souple qui pouvait faire très mal. Les éducateurs spécialisés étaient initiés avec beaucoup de minutie aux méthodes de discipline. Une tape sur le dos de la main pour une petite bêtise, 3 claques pour plus forte sur les jambes nues pour une récidive. Pauvre Asher qui avait toujours parlé trop vite et emmêlé les mots, même tout petit. Un jour, à l'âge de 3 ans, impatient de recevoir son jus de fruits et ses petits gâteaux, il avait dit « claque-croûte » au lieu de « casse-croûte » alors qu'il faisait la queue à l'heure du goûter. Jonas s'en souvenait clairement. Il revoyait le petit Asher gigotant d'impatience dans la queue. Il se rappelait la voix joyeuse. « Je veux mon claque-croûte » Les autres 3 ans, Jonas y compris, Coucou Smoltom, avait ri nerveusement. « Un casse-croûte » l'avait-il repris. « Tu veux dire un casse-croûte, Asher ?» Mais la faute avait été commise, et la précision du langage était un des objectifs primordiaux pour les petits-enfants. Asher avait demandé une claque. La baguette disciplinaire, maniée par l'éducateur, siffla en s'abattant sur les mains d'Asher. Asher gémit, recula et se reprit aussitôt. « Casse-croûte » murmura-t-il. Mais le lendemain, il refit la faute, et de nouveau la semaine suivante. On aurait dit qu'il n'arrivait pas à s'en empêcher, bien que la baguette disciplinaire sanctionnât chaque erreur un peu plus fermement chaque fois, pour finir par une série de coups cinglants qui avaient laissé des marques sur les jambes d'Asher. Suite à cela,
Asher s'arrêta même de parler pendant un moment. Pendant un temps, poursuivit la grande sage, qui relatait l'histoire, notre Asher était resté silencieux. Mais il a compris. Elle se tourna vers lui en souriant. Quand il a recommencé à parler, c'était avec plus de précision. Et maintenant, il fait très peu d'erreurs. Il se reprend et s'excuse rapidement. Et il est d'humeur toujours parfaite. Le public acquiesça dans un murmure. Le bon caractère d'Asher était bien connu dans la communauté. Asher. Elle haussa le ton pour l'annonce officielle. Nous t'avons attribué le poste de directeur adjoint des loisirs. Il rayonnait quand elle lui attachait son nouvel insigne. Puis, il fit demi-tour et quitta la salle parmi les applaudissements du public. Quand il reprit sa place, la grande sage le regarda et prononça les mots qu'elle avait maintenant prononcés 4 fois, une par enfant, et qu'elle redirait à chaque nouveau 12 ans. Malgré tout, elle parvenait à leur donner un sens spécifique pour chacun. « Asher ?» dit-elle. « Merci pour ton enfance. » Jonas écouta les attributions se poursuivre, rassuré maintenant par le poste merveilleux que son meilleur ami s'était vu attribuer. Mais son appréhension augmentait au fur et à mesure que son propre tour approchait. Maintenant, les 12 ans assis dans les rangées de devant avaient tous reçu leur insigne. Ils le tripotaient tout en écoutant, et Jonas savait qu'ils pensaient tous à la formation qu'ils attendaient. Pour certains, un individu masculin in situ qui avait été nommé docteur, un individu féminin nommé ingénieur, ou un autre choisi pour travailler à la justice, cela représenterait des années d'études et de dur labeur. Pour d'autres, sélectionnés comme travailleurs ou comme mères porteuses, la période de formation serait bien plus courte. On appela numéro 18. Fiona, assise à sa gauche. Jonas savait qu'elle devait être un peu nerveuse, mais Fiona était d'un caractère calme. Elle s'était montrée tranquille et sereine depuis le début de la cérémonie. Même les applaudissements, quoique enthousiastes, paraissaient sereins quand Fiona reçut l'attribution importante de responsable des anciens. C'était parfait pour une fille douce et sensible comme elle, et elle souriait d'un air satisfait quand elle vint se rasseoir près de lui. Les applaudissements s'estompèrent, et Jonas se préparait à se diriger vers l'estrade, tandis que la grande sage prenait le dossier suivant et fixait le groupe du regard avant d'appeler le nouveau 12 ans. Il se tenait calme maintenant que c'était son tour. Il respira profondément et passa la main dans ses cheveux. « Numéro 20 » entendit-il distinctement. « Pierre !»« Elle a sauté mon tour ?» pensa Jonas abasourdi. Avait-il mal entendu ? Non. Il y a eu comme une rumeur parmi la foule, car la communauté entière comprenait que la grande sage était passée de 18 à 20 en laissant un vide. À sa droite, Pierre se leva, l'air ahuri, et se dirigea vers l'estrade. C'était une erreur. Elle avait fait une erreur. Mais Jonas savait bien, au moment même où cette pensée lui traversait l'esprit, que ce n'était pas une erreur. La grande sage ne faisait pas d'erreur, pas pendant la cérémonie des 12 ans. Sa tête se mit à tourner. Il ne parvenait plus à se concentrer. Il n'entendit pas quelle attribution Pierre avait reçue et ne perçut que vaguement les applaudissements qui accompagnèrent le garçon, tandis qu'il reprenait sa place, arborant un nouvel insigne. Et puis 21, 22. Les numéros se suivaient dans l'ordre. Jonas entendit qu'on passait au 30, puis au 40, approchant de la fin. Chaque fois, à chaque annonce, son cœur se soulevait un instant et des pensées saugrenues lui venaient à l'esprit. Peut-être allait-elle l'appeler maintenant ? Peut-être avait-il oublié son propre numéro ? Non, il avait toujours été le numéro 19. Il était assis à la place marquée 19. Pourtant, elle avait sauté son tour. Il remarqua que les camarades de son groupe lui jetaient des coups d'œil embarrassés, puis détournaient rapidement leur regard. Il vit que son chef de groupe avait l'air inquiet. Il rentra la tête dans les épaules et chercha à se faire tout petit sur son siège. Il aurait voulu disparaître, s'évanouir, ne plus exister. Il n'osait pas se retourner et chercher du regard ses parents dans la foule. Il ne pouvait pas supporter la vision de leur visage, assombri par la honte. Jonas se recroquevilla encore et se mit à se creuser la cervelle. Qu'avait-il fait de mal ?